Et la suite, c'est tout de suite. C'est une table ronde, la table ronde numéro 2. L'entrepreneuriat, risque ou opportunité, avec Svan Mixey, je suis désolé si j'ai mal prononcé, Henri-Marc Michaud, Pascal Bertolino, Julien Bras, Florent Bringuier et Philippe Brun. Prenez un micro, venez nous rejoindre. Et pendant que vous prenez un micro, je raconte des blagues. Non, je raconte pas de blagues, je vous invite à écouter le podcast Le Déclic Deep Tech, dont le numéro 6 va paraître aujourd'hui, donc disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, où vous voulez. L'épisode d'aujourd'hui, c'est Nicolas Bourg, fondateur d'Abelite. Vous pouvez me rejoindre. Allez-y. Voilà, vous avez un siège chacun. N'en laissez pas de vide. Bonjour à vous. N'oubliez pas le micro, je dis ça ça parle aux quarantenaires, c'est de Chavannes, c'est micro sur le menton. Et enlevez vos masques quand vous parlez. Voilà. À tout à l'heure, merci à vous. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler sur cette table ronde de la création de start-up et on va avoir des témoignages de chercheurs. Je vais vous les présenter rapidement. Donc moi, je suis Hank Michaud, je dirige INPG Entreprises, la filiale privée de Grenoble INP. Alors nous avons d'abord Pascal Bertolino, enseignant-chercheur UGA, fondateur et CEO de la société Spooks. Bonjour. Nous avons Julien Bras, enseignant-chercheur Grenoble INP et fondateur de Polink et Innofib. Bonjour. Nous avons Souvankse Chamixai. Bonjour. Cofondateur et CEO de Seaver. Nous avons Philippe Brun, responsable du Startup Studio et de l'innovation à l'INRIA. Bonjour. Et nous avons Florent Bringuier, professeur UGA, qui est cofondateur de Sysprobe. Bonjour. Alors, je vous propose qu'ils se présentent chacun à tour de rôle, suivant un ordre qu'on avait prédéterminé. Pascal, je te donne la parole. Et donc, je te laisse te présenter la société et bien sûr présenter aussi les freins, ce qui a été difficile, ce qui a été facile, les leviers, ce qui t'a aidé, qui ne t'a pas aidé, etc. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Avec plaisir, merci. Je suis enseignant-chercheur à l'UGA en informatique. Je fais ma recherche au Gypsalab, qui est à 100 mètres d'ici, dans le domaine du traitement, de l'analyse d'images, de vidéos, de la vision par ordinateur. Et j'ai co-créé il y a quelques mois la société Spooks, et qui a développé un logiciel qui s'appelle Spooks également, et qui est un logiciel qui permet de faire de la retouche de vidéo. On connaît des logiciels qui font de la retouche d'image. Et ben là, c'est tout pour faire de la retouche de vidéo, pour ajouter des effets dans les vidéos. Et on s'est rendu compte que il y avait un certain vide sur le marché pour ce genre de logiciel pour le grand public. Alors grand public au sens large, mais grand public aussi pour les youtubeurs qui font leur montage. On ne fait pas du montage. Alors, concernant le montage, il y a déjà plein de choses qui existent, mais si on veut rajouter des effets, si on veut faire des choses particulières, et ben là, il n'y a rien. Et c'est là-dedans qu'on s'est engouffré. Donc, dans les images, dans les vidéos, il y a plein de choses à faire. Et depuis une douzaine d'années au labo, on a de la recherche sur ce domaine particulier qui m'intéresse. Et à ce sujet, on a développé un prototype qu'on a diffusé depuis quelques années sur Internet, donc pour faire ce genre de choses sur les vidéos. Et il a eu un certain succès, il est encore utilisé beaucoup. Et conjointement à ça, j'ai eu un peu une perte de motivation pour l'enseignement au bout de 20 ans. Au niveau recherche, alors j'adore la recherche bien sûr, mais on arrive à un point où la recherche généralement on la délègue, on cherche des financements, on n'a plus vraiment les mains dans le cambouis, et moi c'est ce que j'aime. Moi j'aime la recherche, j'aime développer, j'aime aussi le transfert, c'est ce qui m'amène là-dedans. Et donc l'envie de faire quelque chose de nouveau et surtout l'envie de
m'investir plus dans ce prototype que je voulais être un produit fini, un produit qui puisse toucher un grand nombre de personnes, des millions de personnes, qui puisse intéresser les gens et qui puisse valoriser aussi ce qu'on fait au laboratoire. Donc je me suis adressé à mon établissement, le GIA, et à l'INP aussi, parce que je suis pas mal en relation avec Grenoble INP, et j'ai atterri chez Linxium, où j'ai pu proposer mon projet, présenter mon projet. Et puis, sans savoir réellement quel rôle j'allais jouer là-dedans, parce que mon but, c'était pas de diriger une boîte aussi petite soit-elle. Donc j'ai été retenu pour la première phase dont il a été question déjà plusieurs fois ici, la phase de maturation, qui a été très très bénéfique. Donc parce qu'il y a le coaching de Linxium, il y a la subvention qui est un levier énorme pour pouvoir faire une étude de marché, pour pouvoir embaucher, payer un ingénieur, payer du matériel, faire des tas de choses comme ceci. Et puis également la phase de maturation, donc qui a duré environ 1 an et demi pour moi. Je vous parle de ça il y a environ 2 ans et demi, 3 ans. Eh bien, elle m'a permis aussi, et ça c'était super important, je ne pensais pas que ça puisse me permettre de faire ça, elle m'a permis de me situer par rapport au projet. Et petit à petit, il m'a paru évident, et c'est venu petit à petit, que c'est moi qui porterais cette chose-là, et que pour faire ça, il fallait que je sois à plein temps, et il fallait que je dirige, en tout cas momentanément, pour le début, la société. Et quels ont été les plus et les moins, les difficultés lors de la création de cette société ou juste après ? Alors, les moins, alors il ne faut pas être tout seul. Alors j'étais tout seul au départ parce que j'avais un peu la tête dans le guidon, puis comme je vous ai dit, je ne savais pas trop ce qu'on allait faire de ce futur produit. Donc le point hyper important, c'est de trouver. Alors moi j'ai trouvé un associé et complémentaire. Donc la complémentarité est pour moi hyper importante. Hein. Donc je trouvais un associé qui s'occupe de l'aspect marketing digital, parce que c'est comme ça qu'on va toucher nos clients. Un point, une difficulté, c'est tout ce qui concerne les aspects juridiques, les aspects administratifs, voire avec Linxium, avec l'université, comment faire en sorte de pouvoir prendre quelque chose qui a été réalisé dans un laboratoire et puis d'en faire un produit qu'on va vendre. Donc c'est assez long, c'était nouveau pour moi, c'est relativement complexe. On est encadré, hein, ça on est suivi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est long et c'est difficile. Un autre point un petit peu difficile, c'est j'ai remarqué, alors peut-être parce que je suis très optimiste, mais j'ai remarqué que systématiquement, entre le temps qu'on prévoit pour une action, pour une phase, et le temps réel, il y a un facteur 3. Donc je pensais tout mettre en place en une année. Et en fait, il a fallu 3 ans. Et là, on a démarré la société. Elle existe depuis fin juillet. Et donc, les points qui m'ont permis d'avancer vraiment très fort, c'est le soutien de Linxium, bien sûr, le soutien de mon université, par le biais de la loi Pacte, hein, qui me permet de continuer à être payé pendant une petite période lors de ce démarrage, qui me permet de diriger la société tout en conservant mes prérogatives d'enseignant-chercheur. Donc ça, c'est super important. Donc l'appui de l'université, aussi de mon UFR, donc et beaucoup de bienveillance de la part de mon UFR, c'est-à-dire l'IUT2 et le département informatique, la bienveillance du laboratoire. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que je ne suis pas vu comme un vilain petit canard. Le laboratoire tient vraiment à valoriser, hein, ce type de choses. Donc ça veut dire que quand je fais un dossier, j'ai un avis très positif du laboratoire. Je suis toujours considéré comme membre du laboratoire. Donc ça, c'est super important.
Voilà. Ok. Merci. Et je vais donner la parole à Julien Bras. Oui, donc moi aussi je suis enseignant-chercheur à Grenoble INP Pagora. Et j'ai eu un parcours un peu différent en ce qui concerne le transfert technologique. Donc depuis le début, moi j'ai toujours été intéressé par valoriser ce que nous donne la nature, ce que nous donne la biomasse. Donc j'ai commencé il y a 15 ans à peu près à faire mes recherches. Depuis, j'ai pu encadrer une trentaine de thèses, faire de nombreuses publications et brevets, environ 200. Et tout ça, ça m'a permis aussi d'aller vers tout ce qui est industrie. Donc c'est une des particularités de mon parcours, c'est que j'ai aussi travaillé pendant 5 ans dans l'industrie. Et toutes mes recherches, je cherche à ce qu'elles soient appliquées. Donc j'essaye de toujours avoir un tiers de recherche fondamentale, un tiers de recherche collaborative et un tiers de recherche vraiment en B2B avec des industriels. Ce qui m'a amené finalement, il y a maintenant 10 ans, en 2011, à lancer une première start-up qui s'appelle Polink et participer aussi à plusieurs projets de maturation ou d'incubation. Cette start-up elle a pour objectif de faire des encres conductrices transparentes à base de matériaux biosourcés. Et c'est une entreprise qui existe toujours et qui fonctionne. Ensuite, j'ai continué dans ma démarche de vouloir valoriser la nature et notamment je travaille sur un matériau qui sont la cellulose et les nanocelluloses et on a pu lancer une autre start-up en 2014 qui s'appelle Innofib, start-up qui a vécu jusqu'il y a 2 ans, qui s'est arrêtée il y a 2 ans. Dans ces 2 startups, j'ai eu aussi cette réflexion, est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste en tant qu'accompagnateur, comment je m'organise. Finalement, donc, j'ai choisi le rôle de conseiller scientifique, donc faire partie de la start-up dans le cadre du 25.1 et travailler avec la start-up tout en gardant vraiment les pieds dans le laboratoire. Et pourquoi j'ai fait ça, c'est notamment si on parle des risques et des opportunités. Hein, c'est au niveau du risque parce que je me suis dit si je pars, hein, si je fais ce chemin, je vais être vu comme un vilain petit canard. Et c'est vrai que le risque numéro 1 que j'avais identifié, c'était de perdre de la crédibilité au niveau de ma communauté scientifique. Donc pour moi, c'était le plus gros risque. Un autre risque, c'était aussi de ne pas avoir assez de crédibilité au niveau des industriels avec qui j'allais parler. Et puis l'autre risque important, c'était de peut-être pas être assez soutenu et puis que j'ai du mal à pouvoir faire avancer ma start-up. On a toujours aussi la peur de l'échec en France. Donc voilà, je crois que j'ai eu un peu plus peur et donc je suis resté finalement dans ce cadre-là de conseiller scientifique. Donc c'était vraiment intéressant parce que on fait quand même partie de la structure, on fait partie de l'aventure, on est vraiment à fond dans l'aventure, mais on a une sécurité de notre côté. Un risque aussi, c'est j'avais peur d'être pas être soutenu par l'écosystème. Je connaissais pas, et ça vraiment, c'est le contraire qui s'est passé. On a un écosystème, notamment à Grenoble. Hein, donc moi, à la fois avec Grenoble INP, le service de valorisation, mais aussi Linxium. Et là, je vous parle de 2011 et 2014, donc ça n'existait pas. Hein, donc il y avait des incubateurs, il y avait des filiales qui nous ont aidés, des partenaires industriels. Donc on a la chance vraiment à Grenoble d'avoir tout cet écosystème et pas depuis 5 ans. Ça fait vraiment un petit bout de temps. Et ça, je le mettrai maintenant dans les opportunités finalement, parce que d'avoir rencontré tout cet écosystème m'a donné de nouvelles idées et m'a permis de créer la deuxième société, Innofib. Et c'est vraiment ces opportunités, c'est vraiment devenu cet écosystème grenoblois une opportunité pour créer des startups. Puisque, outre cette deuxième start-up, j'ai participé à 3 projets de maturation qui consistent aussi à vendre des brevets ou à trouver des applications pour nos brevets. Et pour finir sur les opportunités, finalement, je me suis rendu compte avec le recul
qu'au contraire, cette expérience dans le transfert technologique, dans la création d'entreprises, finalement, m'a donné de la crédibilité au niveau scientifique. Et ça, j'ai été très surpris. Donc au niveau scientifique, j'ai continué à faire ma recherche, mais le fait que ma recherche soit appliquée ou applicable, ça a donné de la crédibilité, ça m'a permis de faire partie de l'IUF, ça m'a permis d'avoir un prix de l'Académie des sciences, ce que j'aurais jamais imaginé, et que j'ai eu que grâce à cette opportunité. Et l'autre opportunité, finalement, c'est que ça m'a aussi donné de la crédibilité vis-à-vis des entreprises. Parce que maintenant, quand je parle à une entreprise, je dis j'ai créé des startups, j'utilise le même vocabulaire, hein, on ne va pas se mentir, c'est une histoire de vocabulaire. Donc j'utilise le même vocabulaire qu'eux, on se comprend mieux et on peut lancer des beaux projets ensemble. Donc voilà, avec le recul, je me suis rendu compte que ce mot crédibilité était finalement le mot-clé des risques et opportunités de mon côté. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième start-up qui serait en lancement là? Tout à fait, il y a un projet actuellement là-dessus. Il faudra venir me voir alors. Ok. Est-ce que tu es aussi toujours resté actionnaire? Est-ce que tu étais actionnaire ou resté actionnaire? Oui, je suis actionnaire des deux startups et c'est vrai que j'ai dit, donc il y en a une qui existe toujours, donc je suis toujours actionnaire. J'ai dû me retirer du rôle de conseiller scientifique parce que je suis parti travailler dans l'industrie. C'est pendant 2 ans pour aussi voir comment ça se passe et j'ai pu le faire grâce au fait que j'avais créé ces startups et j'ai pris avec moi le CEO de la deuxième startup qui était Innofib et donc c'est comme cela que la deuxième startup s'est arrêtée et ce jeune qui s'appelle Karim Missoum qui était en thèse avec moi et avec qui on a lancé le projet a pu être embauché donc par Nestlé Research à Lausanne grâce à son parcours de start-upper. Et aujourd'hui, il se régale dans son rôle là-bas. Et voilà, je pense que faut pas opposer. Tout est lié et ça peut apporter un plus pour la carrière des jeunes aussi. Merci. Je vais donner la parole à notre troisième professeur, Florent Bringuier. Je te laisse te présenter ton parcours. Oui, donc moi je suis sismologue à l'Institut des sciences de la Terre de l'Université de Grenoble. Je travaille en particulier sur la prévision des séismes et des éruptions volcaniques. Et donc on a développé depuis environ 15 ans dans notre laboratoire une technique innovante d'échographie, de sondage du sous-sol de manière non intrusive avec l'utilisation des ondes sismiques. Et cette technologie a eu beaucoup de succès à l'échelle internationale, au niveau académique d'abord, et puis les privés ont commencé à s'intéresser à cette nouvelle méthode, à cette nouvelle technologie. Et on a commencé à recevoir plusieurs sollicitations d'acteurs auxquels on n'avait pas l'habitude d'être confrontés, hein, des entreprises typiquement, qui nous demandaient des sujets de collaboration. Alors on a trouvé ces nouvelles pistes de collaboration et d'études passionnantes, très différentes des objets naturels auxquels on avait l'habitude de travailler. Hein. Typiquement, une des premières collaborations auxquelles nous a proposé de travailler, c'était sur donc, les grands travaux du Grand Paris en ce moment, là où on creuse énormément de tunnels pour des nouvelles lignes de métro ou des tramways. Et donc, ils voulaient appliquer cette technologie pour la détection des zones de faiblesse dans la préparation d'aller creuser un tunnel pour éviter des zones de faiblesse et des accidents par la suite. Donc là, assez rapidement, ce qui nous a guidés vers la création d'une start-up, c'est le fait qu'on avait du mal à rester focalisé sur nos objectifs de recherche fondamentale, sur nos objets d'origine, on va dire, les volcans, les failles, le développement de méthodes, et en même temps de s'intéresser à tous ces nouveaux projets, à l'afflux de nouveaux projets très différents. On avait du mal à se focaliser, et donc on a fait ce choix de séparer finalement. On a trouvé que c'était plus sage et finalement plus sain de complètement séparer, y compris en termes de structure, la recherche fondamentale d'un côté et les applications de l'autre, de manière à répondre finalement à toutes ces sollicitations qu'on recevait. Donc on a commencé avec une incubation à Floralis, la filiale de l'UGA, en 2015, qui nous a permis finalement d'embaucher assez facilement des doctorants, post-doc, et de recevoir des contrats industriels dédiés donc à ces projets appliqués. Et en fait, finalement, assez rapidement, avec
le soutien de subventions européennes et BPI, on a pu créer assez rapidement une société, donc SAS, en 2017, 5 janvier 2017. Et cette société a eu une croissance fulgurante. Donc en 3 ans, la société a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et embauche d'une dizaine de personnes. Et voilà, et pour faire court, la société a été rachetée au 1er octobre par le groupe GIS, un groupe d'ingénierie français, cette année. Donc c'était donc moi personnellement, donc j'ai fondé le projet en 2015 et ensuite on a co-créé la société avec 6 partenaires, 6 collaborateurs. Et la raison, elle était simple, elle était liée au fait que donc j'avais clairement pas toutes les compétences techniques déjà pour répondre aux besoins. Donc on a eu d'autres collaborateurs techniques, vraiment chercheurs au sein du laboratoire, et surtout on était clairement désœuvré vis-à-vis de l'aspect business, l'aspect commercial, complètement avec aucune formation, notamment même pour la création de start-up, et on était complètement désemparé vis-à-vis de tous ces problèmes qui nous arrivaient à la création d'entreprises. Et donc on a trouvé des collaborateurs par chance, des gens qu'on connaissait un petit peu déjà, mais des collaborateurs qui venaient vraiment du monde de l'entreprise, et surtout des collaborateurs à niveau international, donc avec un collaborateur basé à Los Angeles et un en Australie. Et c'est vraiment ça qui nous a permis de décoller, on a vraiment fait passer la technologie, qui était une technologie locale, made in Grenoble, à une technologie qui est devenue un retentissement international, qui s'est déployée aux États-Unis, en Asie, assez rapidement, grâce à vraiment à l'aide, au soutien, au travail conjoint de ces différentes personnes. Alors c'était pas gagné, au début on nous avait promis que l'échec, d'avoir autant de collaborateurs. Tout le monde nous avait dit que ça ne marcherait jamais, d'avoir autant de collaborateurs. On était 8 cofondateurs, si on prend en compte aussi l'UGA, bien sûr, qui a pris participation. Et voilà, je crois que c'est une expérience humaine avant tout, et on a réussi à faire prendre la sauce en quelque sorte, et effectivement à fonctionner. On s'est tous très bien entendus entre nous, mais c'est vrai que c'était clé. Et d'où aussi peut-être aussi l'explication de cette revente au bout de 5 ans, liée au fait que l'entreprise, au bout de 5 ans, avait pris une dimension qui clairement sortait du giron finalement de la recherche, avec une entreprise qui était devenue vraiment une entreprise opérationnelle. Et donc, moi, je sentais ce besoin en particulier de vraiment transférer maintenant cette structure à une structure industrielle pour pérenniser et la faire évoluer dans un environnement qui est plus le sien que celui finalement du laboratoire ou proche laboratoire, puisque la start-up a démarré dans les locaux de l'université ici avant de commencer à bouger un petit peu. Alors en termes de risque opportunité, donc pour un chercheur, dans mon cas, c'est vrai qu'on part dans l'inconnu complet à la création d'une entreprise, et on est face à des défis, à des questions qui sont complètement hallucinantes pour un chercheur, qui sont typiquement, on a un compte d'entreprise bancaire et à la fin du mois, il faut arriver en positif. Voilà, et si on n'y arrive pas en positif, on a des problèmes, le banque nous appelle. Et donc, voilà, moi qui étais habitué au cocooning un peu du laboratoire de recherche, qui est très confortable, se retrouver mois après mois à vérifier. Voilà, on avait commencé à embaucher des gens, et donc le stress de savoir si on allait vraiment pouvoir finir en fait la fin du mois et continuer l'aventure ensemble. Donc ça, vraiment, la première année au moins, c'était mois après mois ce gros stress qui a été un peu les difficultés, ou en tout cas au moins au niveau un peu gestion du stress au niveau personnel. Et puis ensuite aussi, assez rapidement, venue la question pour moi en tant que chercheur, pour quelques-uns, des problèmes de conflit d'intérêts. Donc là, je pense que ça, c'est une question qui est cruciale. Et à la fois en tant que chercheur, c'est passionnant de mener cette aventure. À la fois, à un moment, on se pose la question vraiment de choisir. Ça a été évoqué, il faut choisir. Soit on passe côté laboratoire, soit on passe côté entreprise. Et j'ai l'impression que c'était dur pour moi, parce que pendant toutes ces années d'expansion de l'entreprise,
J'étais très impliqué dans les aspects opérationnels, hein, parce qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait pour la faire évoluer, mais en même temps, tout en gardant son statut de chercheur et donc voilà, son rôle de fonctionnaire public dédié à l'enseignement et la recherche publique sans aucun intérêt privé. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est difficile d'avoir Donc en tout cas, au niveau conscience, c'est pas tout le temps évident à gérer. Et finalement, c'était une bonne chose que ça s'arrête à un moment, c'est-à-dire qu'on aille au bout. Moi, j'ai gardé, donc je suis resté chercheur, mais c'était bien finalement que ça s'arrête. Je vois maintenant avec du recul, au bout de 5 ans, donc une période qui était quand même, constructive, mais aussi limitée. Et je vois d'ailleurs maintenant, j'ai des projets de recherche sur lesquels d'ailleurs, là en ce moment, je suis en train de mettre en concurrence d'ailleurs la start-up avec d'autres entreprises, tout simplement parce que c'est la règle des financements, on se doit, et peut-être que sur ce contrat-là, c'est peut-être pas la start-up d'ailleurs qui va gagner, c'est peut-être une autre entreprise, et je pense que c'est sain aussi à un moment que ça se passe comme ça. Donc voilà mon témoignage sur cette vie. Merci. Start-upper. J'ai une question. Est-ce que la start-up a été rachetée? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des contrats? Est-ce que toi-même tu travailles en consultance dans la nouvelle société? Est-ce qu'il y a des contrats avec le laboratoire? Est-ce que ça continue ou ça a été un peu séparé? Non, ça continue. La société le groupe qui a racheté est implanté à Grenoble, hein, avec 150 personnel à Grenoble, et c'était une des souhaits très forts, c'était de garder le lien avec le laboratoire et l'UGA. Ça, c'était très clair. Ils ont d'ailleurs une histoire avec l'UGA, puisqu'ils ont de nombreuses thèses aussi avec un autre laboratoire 3SR de l'UGA, et puis ils ont racheté aussi une autre entreprise issue du CSTB, qui est une structure aussi proche de... Donc c'était vraiment dans leur identité de rester proche. Donc ils ont maintenu le contrat de collaboration qu'on avait créé à travers Floralis, qui permet de travailler effectivement, d'avoir postdoc, thésard avec le laboratoire. Donc ça, c'est une structure qui est très soutenue, enfin c'est un contrat qui est soutenu toujours par la direction du laboratoire et par l'UGA d'une manière générale. On continue. Et puis, alors moi personnellement, je suis toujours en 25-2 là, donc je suis toujours une règle qui me permet de effectivement faire du consulting. Bon là, il se trouve que depuis le 1er octobre, voilà, j'ai mis un peu de distance, mais ça pourrait revenir, oui, effectivement. Ouais. D'accord, merci. Je vais donner la parole à Philippe Brun, INRIA, responsable des partenariats innovation et aussi, je crois, responsable du studio Startup. À toi. Oui, bonjour. Donc INRIA Startup Studio, effectivement. Pour Grenoble-Rhône-Alpes, hein, pas pour tout INRIA, je précise. Merci aux collègues là, d'avoir fait part de leur témoignage. Ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on a écouté 3 collègues qui sont chercheurs ou enseignants-chercheurs dans des laboratoires de recherche et qui ont monté des startups. Alors, à travers leur témoignage, on a déjà vu plusieurs choses. Ils ont fait part de leur expérience à eux et de leur position, alors soit dans l'entreprise, soit en restant dans le laboratoire et en contribuant au projet, et puis l'évolution dans le temps aussi. Donc, on a abordé des questions qui sont que nous, dans notre métier d'accompagnateur de projet, on voit régulièrement et qu'on essaie d'accompagner positivement, j'ai envie de dire, hein, la question des publications, le risque, je suis chercheur, est-ce que je vais continuer à être reconnu? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à accompagner, à pousser positivement, vraiment, absolument, absolument. Enfin, j'ai entendu le témoignage de Julien. Est-ce que je vais déposer des brevets? Est-ce que je vais pouvoir continuer à publier derrière? Bah oui, bien sûr. Il y a juste une manière de le faire, mais il faut l'accompagner. Et puis j'ai envie de dire, le brevet est une forme de publication et il faut continuer à pousser pour qu'elle soit plus reconnue. J'ai envie de dire pour les scientifiques qui brevettent. À mon avis, ça doit être reconnu au même sens qu'une publication. Alors, c'est pas la même chose qu'une publication scientifique, mais ça en est une. Et puis, de toute façon, on peut publier les contenus d'un brevet. Il y a juste un timing, etc. Donc, ça, c'est un commentaire que j'avais envie de faire. Et après, je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu aussi du statut des gens qui vont dans les projets. Donc, là, on a entendu 3 collègues qui sont chercheurs, enseignants-chercheurs. Pascal, tu as abordé la question. D'ailleurs, tu as dit on peut embaucher des ingénieurs ou alors il y a des jeunes, entre guillemets, voilà,
qui peuvent aller dans les projets, etc. Donc je voulais un petit peu parler de ça. La première chose, effectivement, quand on parle de l'émergence d'un projet, ce qu'on peut appeler la maturation, par exemple, il faut vraiment être conscient qu'il y a plein d'outils et de structures et de gens qui sont là pour accompagner cette première phase et la suite. Et dans cette première phase, effectivement, il y a une question qui se pose dans les laboratoires, c'est le manpower qu'on peut mettre sur le projet, quoi. Je suis chercheur, je vais avoir besoin de développer de la tech. C'est pas forcément mon métier, j'ai pas forcément la bande passante pour le faire, etc. Oui, il faut absolument. Il y a plein aujourd'hui de programmes, de projets et de financements qui sont là pour embaucher des gens. Donc il y a la SAT, à Grenoble, il y a la SAT, à INRIA Startup Studio, c'est très similaire. On peut aussi embaucher des gens pour soit porter le projet. Donc ça, j'y reviendrai après, ce qu'on peut appeler les porteurs qui viennent de l'extérieur des laboratoires. Et puis, pour travailler avec les collègues scientifiques dans les labos, oui, effectivement, embaucher des chercheurs ou des co-porteurs de projets pour, dans une première phase, développer de la tech. Et puis après, les gens peuvent aussi évoluer, se repositionner. Au bout d'1 an ou 6 mois, ils développent moins de tech et puis ils passent sur le volet plus commercial, parce que les gens évoluent aussi dans les projets. Donc là, c'est un signal fort que je voulais donner. Il y a vraiment plein d'outils et de programmes et de financements qui permettent de faire ça, quoi. C'est national et à Grenoble, il y a la SAT, à INRIA, on a aussi les moyens pour embaucher des gens sur les projets. Voilà. Alors ça me permet de glisser après sur aussi le statut des gens qui sont dans les projets et de parler un petit peu des ingénieurs, des doctorants, des postdocs, etc. Donc effectivement, je crois que c'est Pascal ou Julien qui l'ont dit aussi, ces gens-là, ils peuvent rejoindre les projets dont le leader est un chercheur ou un scientifique titulaire, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis il y a aussi beaucoup de projets, on en voit, je pense, de plus en plus, et c'est tant mieux, qui sont portés par des jeunes qui ont à peine fini leur thèse ou qui viennent de finir leur thèse. Beaucoup de projets qui sont portés par des ingénieurs aussi. Ou des postdocs, voilà. Et je pense que là aussi, pour donner un éclairage sur le risque et l'opportunité, parce que je pense qu'il y a clairement derrière ça aussi une question personnelle, d'individu. Voilà. Elle a été abordée, hein, et on peut, peut-être qu'il y aura des questions dans la salle où les gens rebondiront, mais pour ces jeunes-là, voilà, je suis en fin de thèse, ou je suis jeune ingénieur dans un labo en CDD, ou je suis en postdoc, et là forcément sur une durée déterminée. Est-ce qu'il y a un risque que j'aille porter un projet de start-up pendant 1 mois, 1 an et demi, même si ça ne marche pas derrière finalement, voilà. Donc effectivement, il y a une question personnelle, donc ça on ne peut pas la juger, j'ai envie de dire, chacun doit prendre sa décision, etc. Mais on en revient sur le fait qu'il y a des structures comme les SAT, d'autres programmes qui apportent des financements pour payer ces gens-là, pour qu'ils soient dans les labos à un moment, pour travailler sur les projets. Donc finalement, et après on en revient à la question du CV et de ce que font les gens derrière, et il y a une illustration là-dessus aussi, c'est le cheminement de ces jeunes-là. Par exemple, la personne qui est partie maintenant chez Nestlé, et en fait, ça a été un plus. Oui, je pense que ça peut clairement être un plus. J'ai fait une thèse, j'ai fait un postdoc. Alors après, c'est un cheminement peut-être plus industriel, mais avoir travaillé sur un projet de start-up en étant plus payé dans un laboratoire pour faire ça pendant 1 an et demi, ça fonctionne pas, pour plein de raisons. Je pense qu'on ne va pas les aborder là ce matin. Mais clairement, ça peut être une opportunité positive. En tout cas, je pense qu'il faut clairement à ce que, en particulier nous, hein, les gens comme Henri Marc et moi, par exemple, ici, qui travaillons quotidiennement sur ces sujets-là, il faut qu'on continue à pousser ça et à soutenir ça. Parce que finalement, à mon avis, moi, le risque, il n'est pas gigantesque, quoi. Encore une fois, il n'est pas question de juger, c'est une décision personnelle. Mais après, une fois que la personne a pris sa décision et dit j'y vais, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens, de moyens, de compétences autour pour accompagner. Et que ces gens-là soient positionnés dans un bon environnement pour travailler leur projet, quoi. Voilà. Que ce soit à l'université, dans les SAT, dans les structures comme Startup Studio, au CEA aussi. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'outils. BPI qui apporte des financements très tôt aussi. Je veux dire très tôt, juste après la création, voire même des financements qu'il faut préparer en fin d'incubation pour les avoir tout de suite.
voilà, comme la bourse French Tech, etc., qu'on peut avoir tout de suite, même avant d'avoir créé maintenant, hein, dans certaines configurations. Donc, il faut aussi profiter de ça. Merci. Je vais donner la parole à notre dernier intervenant, souvent que c'est Sami Xai, qui va nous présenter sa société, qui est CEO et fondateur de Siever. Merci. Donc, moi, par rapport à mes collègues ici autour de la table, je ne suis pas du tout chercheur. Moi, je viens témoigner en tant qu'entrepreneur, start-upper, et avec un grand lien assez fort avec l'UGA en l'occurrence. Donc, avec mon associé, nous avons fondé la société Siever, qui est une société qui a pour but d'améliorer les qualités des soins dans les hôpitaux à travers des algorithmes. Donc, ça veut dire beaucoup de choses et peu de choses à la fois. Entre autres, on travaille sur la pertinence des soins, sachant que 20% des soins en hôpitaux sont non pertinents, dans le sens où, au pire des cas, enfin, dans le meilleur des cas, c'est juste une perte d'argent. C'est un budget de 95 milliards d'euros, bon, ça fait un peu d'argent, mais surtout, ça peut engendrer des problèmes sanitaires dont le patient paierait les pots. Donc ça, il y avait une souffrance qui a été exprimée par par le corps médical, donc qui est représenté par mon associé justement, qui est président de CME, donc commission médicale d'établissement, donc dans le plus grand GHT, et qui lui avait ce besoin d'améliorer sa qualité de soins, mais qui n'avait personne, pas d'interlocuteur pour transformer ça sous forme d'algorithme. Donc moi, je suis à la base plutôt informaticien, donc. Et on a monté sa société. Et on a eu cette opportunité justement de rencontrer Lixium. Donc ici à Grenoble, tout le monde connaît cet acteur incontournable et qui est vraiment très bienveillant, qui permet justement, qui nous a mis en relation avec l'UGA et en particulier donc la Fédération de recherche Innovax, qui nous a permis du coup de recruter l'année dernière, cette année, pardon, au mois d'août, une post-doctorante qui vient travailler sur les blockchains, justement, pour tout ce qui est partage de données de santé, ainsi que des stagiaires en niveau juridique. Et ça nous a permis de faire ce lien entre technologie et produit, dans le sens où dans les laboratoires, on voit beaucoup de technologies, beaucoup de recherches fondamentales, mais parfois pas forcément toujours d'applications concrètes. Et alors que nous, on venait avec cet aspect, on amène le use case, donc on amène le besoin. Maintenant, quelle technologie s'applique le mieux à nous? Donc on a eu justement cette opportunité vraiment d'avoir ce lien avec la fac et qu'on espère pouvoir prolonger. Bon, là on a encore quelques mois, mais d'incubation au sein de l'Ixiom et aussi de partenariat avec le laboratoire. Mais donc on est en phase, nous, actuellement de financement. Pareil, on a aussi des prospects. Donc il y a toute une partie entrepreneuriale qui est nouvelle pour nous, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un associé médecin et moi-même je suis plutôt informaticien. Et ici, on travaille avec des chercheurs. Donc le domaine du marketing, un gros mot qu'on a eu, c'est quel est votre business plan? Alors ça, tout de suite, on s'est retrouvé un peu sec. Donc on a été accompagné pour ça, on est beaucoup plus à l'aise, on arrive à faire des pitchs. C'est aussi pareil, c'était le grand mot à la mode. Mais malgré tout, voilà, on arrive sur développer des technologies fondamentales. Donc on parle de blockchain actuellement dans des domaines où on trouve qu'il y a du sens. Je prends l'exemple de notre post-doctorante là qui travaille sur les blockchains justement. C'est quelqu'un qui a quitté son poste en CDI dans le privé, mais qui avait eu sa thèse très très récemment. Donc, qui avait un bon salaire, qui était ailleurs, et qui a préféré nous rejoindre en baissant son salaire et en CDD. Donc, on parlait de prise de risque, c'est exactement ça. Elle s'est dit, je trouve un projet ici qui a du sens, qui peut sauver des vies, c'est ce qui l'intéressait, qui me rapproche de ma formation initiale, donc niveau laboratoire, et ok, je prends un risque de perdre, enfin, je suis payé pendant un an, malgré tout, elle est payée pendant un an, et on espère bien la prolonger par la suite.
Mais voilà, elle a fait cette prise de risque financière pour nous rejoindre. Voilà, j'ai trouvé cette approche bien. On pense qu'on constitue autour de nous une équipe de bonnes personnes à la base, avec un vrai objectif. Après, effectivement, on est start-up, donc on est quand même appelé, il y a un aspect financier qui compte beaucoup, mais voilà, le but vraiment est d'améliorer cette qualité de soins. Après, sur les difficultés qu'on rencontre, oui, effectivement, c'est découvrir un monde qui n'est pas un monde de bisounours, hein. Quand on va voir des business angels ou des venture capital, on a beau leur dire, bah voilà, on fait des recherches, on développe des produits et pas un seul produit. Bon, effectivement, la première question, votre business plan, le team, le pitch, le time to market et tout ça. Donc, c'est des notions qu'il faut vraiment connaître. Mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment vu, mais vous avez cette chance à Grenoble d'être extrêmement bien accompagné. Sinon, il y a l'INRIA, il y a le CEVA, ici il y a Valoris à l'UGA, vous avez la SAT Linxium. Voilà, c'était vraiment le côté difficile, mais vous êtes très bien accompagné ici. Et finalement, BPI, en l'occurrence, qui est pour les premiers financements. Sachant que BPI, juste un conseil, BPI c'est super, c'est des subventions non dilutives, mais pensez aussi que malgré tout le maître mot est l'argent, donc on ne prête qu'aux riches. Donc même si BPI dans certains cas arrive et vous finance 60-70%, il vous reste quand même 30 à 40% à sortir, donc à trouver par ailleurs. Donc c'est super important ce point-là, c'est vraiment business. Tout à l'heure, Florent parlait de voilà, la difficulté c'est d'avoir un compte à positif, une trésorerie positive. Là, c'est pas une vue de l'esprit. Et puis c'est pas que le banquier, hein. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'argent, c'est fini. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que aucun projet, en tout cas que j'ai connu, n'a échoué pour la technologie. Mais 75% ont échoué parce qu'ils n'ont pas rencontré leur marché. Donc ça va être un point très important à prendre très très en amont en termes de design de vos produits. Donc passer de la technologie au produit, c'est vraiment le point principal, la principale difficulté, c'est de rencontrer votre marché. Nous, on a la chance d'avoir le marché qui est venu nous chercher, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, mon conseil, ce serait de lancez-vous, mais faites-vous bien accompagner et pensez tout de suite marketing. Ça fait vraiment partie des choses et voilà. Merci. Alors j'ai une question pour toi. J'ai pas tout à fait compris ce que tu as fait. Tu as dit à un moment donné santé, sauver des vies et blockchain. Est-ce que tu peux peut-être un tout petit peu expliquer parce que c'est pas du tout évident. Oui, en fait. On a décidé de faire deux gammes de produits. Une gamme de pertinence sur la pertinence des soins, qui en fait aide à la décision au niveau des hôpitaux. Et les blockchains en fait viennent parce qu'on a une autre niche qui est la gestion c'est l'aide à la lutte contre l'épidémie de bactéries hautement résistantes. En fait, les bactéries hautement résistantes vont représenter en 2050, d'après le rapport O'Neill, 10 millions de morts par an. Ça fait un mort toutes les 3 secondes et un impact économique équivalent à la crise financière de 2008. Donc face à ça, on a des systèmes d'information hospitaliers en France et même de toute façon dans le monde qui sont basés au mieux sur des outils bureautiques, Excel, et au pire sur des placards et des feuilles de papier. Donc du coup, ça amène beaucoup de pertes d'informations, beaucoup d'inertie, des alertes qui ne se font pas, donc une gestion épidémiologique qui est défaillante. Donc nous, dans ce cadre-là, on a choisi la blockchain non pas comme un buzzword, c'est un buzzword, il faut avouer. Mais par contre, clairement, pour nous, la blockchain avait des spécificités en termes de chiffrement. Pour la confidentialité, ce sont des données de santé. Les données de santé, sur le dark web, ça vaut 500 € le dossier. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument protéger. Et en plus, ça a des propriétés donc, de robustesse. Et ça a des propriétés aussi de partage d'informations entre professionnels de santé qui n'existent pas actuellement. Donc, d'où les blockchains.
Mais effectivement, je le citais tout à l'heure en aparté, que le buzzword blockchain actuellement amène à des pots de fleurs connectés par blockchain, ce qui est une stupidité sans nom. Mais pour nous, ça a du sens parce qu'on pense que vraiment ça a un plus. Et c'est pour ça que c'est développé juste au-dessus, là, à l'étage au-dessus, ici, par l'UGA. Merci. Encore une petite question. Est-ce que tu as levé des fonds? Tu vas en lever ou tu en as déjà levé? Alors, grâce à Linxium, c'est bien, on a un financement qui nous permet d'avoir recruté 2 personnes. On pense faire faire peut-être une levée de fonds, on va voir. Tout simplement parce qu'en termes de stratégie, une levée de fonds, c'est dilutif. Et en termes de stratégie, on est plutôt parti, nous, pour vendre la prestation de service en attendant que nos produits soient totalement terminés et de se créer nous-mêmes du chiffre d'affaires en attendant. Mais c'est un choix qu'on va essayer d'assumer. Si on n'y arrive pas, on fera une levée de fonds qui va pas être qui va être un moment un peu délicat, qui va être difficile, mais qui peut être vraiment intéressant aussi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on arrive quasiment à la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la création de start-up? Oui, bonjour, je suis Daniel Zaini, cofondateur de XDigit. Ma question a rapport plutôt avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'encouragement à publier après avoir déposé un brevet. Dans certains métiers comme le design, qui est mon cœur de métier, il est très difficile de publier sans divulguer un ensemble de choses qui reposent plutôt sur du savoir-faire cumulé. Et donc, évidemment, quand on a un brevet, c'est plus facile. Donc, on se retrouve parfois dans la difficulté d'avoir un étudiant en thèse, donc avec l'obligation de publier, et le côté sensible du savoir-faire cumulé. Et là, le cercle ne semble pas bien se refermer de manière vertueuse. Avez-vous des idées quand on se trouve piégé dans une telle situation? Alors, je pense que, je ne sais pas si c'est un piège, mais non, c'est une bonne question d'illustrer. C'est effectivement, là, on parle de deep tech, de tech, etc. Et c'est une bonne illustration peut-être sur un autre domaine d'activité. Et là, le mot important, je pense qu'on a entendu, c'est savoir-faire. Et effectivement, c'est bien de l'aborder. Et un savoir-faire ne peut pas, enfin, ce qu'il y a dans un savoir-faire ne peut pas forcément être breveté, d'où l'enchaînement peut-être impossible de ce que j'avais dit tout à l'heure. Après, au niveau, puisque là, il s'agit de questions juridiques, hein, là, on en vient clairement à des questions juridiques. Et après, quand on parle de transfert vers des startups, le juridique en fait partie, en binôme avec la tech, hein, j'ai envie de dire. La question du savoir-faire peut se résoudre aussi. Un savoir-faire, ça peut être rédigé, ça peut être déposé, ça peut être protégé. Voilà, au même titre que d'autres formes de propriété intellectuelle, hein, plus liées à de la tech peut-être. Donc il faut savoir ça. Ça peut être rédigé, c'est un travail juridique de la même façon, et ça peut être transféré aussi. Et après, au niveau du calendrier dont on a parlé sur brevets et publications scientifiques, par exemple, hein, ce qui est articulable, c'est la même chose, on peut l'articuler. Voilà. Après, par rapport à un travail de thèse, qui est un travail avec un objectif fini, une date butoir, j'ai envie de dire, où il faut forcément soutenir l'étudiant ou l'étudiante dans son parcours, eh bien, il faut le voir un petit peu en avance. Voilà. Après, on n'est pas dans un monde idéal, hein. Parfois, on se retrouve dans des situations un peu critiques ou tendues ou dans un calendrier très court, mais il faut savoir qu'on peut arriver quand même à faire des choses, y compris dans des domaines comme le vôtre. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, écoutez, Moi, je voulais juste Vas-y. rebondir sur il y a quelque chose qui est ressorti là, c'est la question du sens. On a parlé de risque, d'opportunité, et la question de sens. On l'a vu sur la personne qui a eu un parcours recherche, deep tech, enfin start-up, et puis qui est retourné dans l'industrie, où la question de sens, elle est déjà sortie. Et puis après, toi, tu as aussi abordé la question du sens en disant, sur notre projet, ça peut attirer des gens sur certaines thématiques ou certains sujets. Voilà, c'était pas seulement le sujet, la thématique scientifique, c'était clairement à quoi ça sert. Voilà, à quoi sert ce qu'on est en train de développer. Voilà.
Et quand tu dis quelqu'un qui a changé de statut RH, hein, clairement, pour s'embarquer sur un projet. Donc là, clairement, je pense que le risque, il est clairement là, quoi. Le risque personnel, le risque financier. Et on le voit en ce moment sur des projets. Nous, on a un projet qu'on vient juste de démarrer. Bon, on a eu beaucoup de mal à recruter. Ça, c'est une question peut-être aussi du moment. Mais même chose, en fait, sur un projet de start-up. Quelqu'un préfère venir être payé dans 1 an dans un laboratoire pour travailler sur ce projet. Bon, pour rien cacher, c'est en agriculture numérique, on va dire dans des technologies embarquées, légères, faible consommation pour de l'agriculture à petite surface, etc. Donc pareil, un petit peu pour faire le pendant d'un domaine médical. Voilà, il y a sûrement d'autres domaines qui peuvent... après, on peut discuter longtemps là-dessus. C'est pareil, c'est quelqu'un qui était en CDI dans une entreprise, qui a démissionné pour nous rejoindre, pour travailler sur ce projet. Voilà, et je voulais donner cet autre témoignage parce que je pense que, enfin, on en voit, j'ai envie de dire, on en voit peut-être de plus en plus. Voilà. Oui, non, je pense que je voulais aussi rebondir là-dessus. C'est une vraie opportunité. Si nos startups, le plus souvent, elles ont du sens quand on les lance et on arrive à attirer aussi des talents comme cela. Donc, moi, je travaille dans le domaine aussi de la nature, de l'environnement, donc trouver des nouvelles solutions pour remplacer des plastiques par des matériaux qui sont biosourcés, biodégradables. Et grâce à ça, on a pu aussi, dans la deuxième startup, faire venir quelqu'un qui était en CDI et qui nous a rejoints parce que l'aventure, pareil pour les investisseurs, on arrive plus facilement avec du sens. Et la notion de risque est moins importante quand on donne du sens à notre startup. Un autre point sur lequel j'aurais aimé rebondir, c'est sur le risque au niveau du temps. Tu avais une règle x3. Je crois que c'est un risque qui est un peu sous-évalué dans nos structures qui nous accompagnent. Le temps est souvent un peu plus long que prévu. Et en fonction, si on est dans le domaine peut-être des logiciels ou de deep tech, on a besoin d'investissement. Là, on voit vraiment cette notion de temps qui est importante. Et un accompagnement d'1 an, par exemple, dans les deep tech n'est pas suffisant. Il faut vraiment trouver le moyen, justement. Et c'est là où c'est cette période après l'incubation, après la maturation, qui est parfois aussi un petit peu délicate pour le créateur d'entreprise parce qu'il a son compte en banque, mais il lui faudra encore 1 an, 2 ans pour arriver sur le marché. Et cette notion de temps, je pense, la BPI accompagne, aide, mais il faut encore un point peut-être de discussion pour limiter les risques dans la création de start-up. Je peux dire un petit mot. Oui, bien sûr. Alors, suite à ce que tu viens de dire, il y a cette notion de temps, et puis il y a une notion qui est importante aussi pour mettre un produit sur le marché, c'est le passage à l'échelle. Et là, le passage à l'échelle, ouais, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'argent, qui demande beaucoup de ressources. Et ça, même dans le domaine du logiciel, dans lequel je suis, je ne pensais pas que ça serait aussi contraignant et aussi difficile. Merci. Écoutez, on va clôturer, je pense, l'atelier. Merci à tous d'être présents. Merci aux établissements d'avoir organisé ou aidé à organiser. Merci à l'UGA, à l'INP, à l'INRIA d'être présents aussi. Et puis, bien sûr, merci aux intervenants. Et enfin, un grand merci à BPI, puisque c'est tout de même BPI qui est l'organisateur principal de cet atelier. Merci à tous. Bonne journée.